Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Léonard Sonnet, je suis ingénieur donc de la Sorbonne et de l'École Polytechnique et également expert en stratégie management des industries de la santé de l'ESSEC. Donc je travaille dans le monde de la santé et dans les systèmes d'information et je suis également bénévole donc au sein de la Fédération française d'Ayurveda. Le but de la présentation d'aujourd'hui est de vous introduire et de vous présenter justement la Fédération française d'Ayurveda et également le système de soins en France et comment l'Ayurveda peut s'inclure dans le système de soins français. Pour commencer cette présentation, on parlera donc de la Fédération française d'Ayurveda et dans un second temps, nous aborderons, comme énoncé précédemment, l'Ayurveda dans le système de soins français. Donc tout d'abord, qui sommes-nous? Alors nous sommes de nombreux bénévoles au sein de la Fédération, donc certains venant de l'univers de l'Ayurveda. On trouve notamment les praticiens, des professionnels, des enseignants et des étudiants. Et hors de l'Ayurveda, il y a beaucoup de professionnels qui nous rejoignent et qui nous aident à travailler et à développer la fédération. Donc tout le monde est le bienvenu. Alors, nos objectifs sont nombreux. Dans un premier temps, nous nous concentrons énormément sur le fait de structurer l'Ayurveda en France. Quand on dit structurer, on parle bien évidemment de mettre un cadre à l'ensemble des formations, regrouper les acteurs de l'Ayurveda, unir l'ensemble des associations qui peuvent exister, vraiment aider et participer à la construction ensemble de l'Ayurveda en France. Notre deuxième objectif est de faire reconnaître et connaître l'Ayurveda en France. Faire reconnaître, on a pour ambition, donc dans 3 ans, d'être reconnu d'utilité publique par l'État français, et également de faire connaître et répandre les messages de l'Ayurveda. Et enfin, dans un troisième temps, donc intégrer l'Ayurveda dans le système de soins français, et ce sera le sujet donc de la deuxième partie de cette présentation. Nous sommes organisés donc de façon holacratique, comme le définit Jacob Morgan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système vertical avec des décideurs précis. Nous sommes structurés, donc suivant différents cercles, regroupant des communautés de destin et des individus souhaitant travailler sur des sujets qui les intéressent. Le but étant de faire en sorte que chacun soit libre d'agir comme il veut et de travailler en intelligence collective tous ensemble pour mettre en place toutes les actions à mener pour développer l'Ayurveda en France. Quelques chiffres maintenant pour illustrer la fédération. Donc nous comptons à peu près une centaine de bénévoles et nous avons déjà fêté nos 1 an depuis que l'initiative a été lancée. Et enfin, on a environ une assemblée générale par mois qui permet de discuter et de parler tous ensemble de l'Ayurveda ainsi que d'accueillir de nouveaux bénévoles. Et de façon plus régulière, on a aussi environ une réunion par semaine pour chaque cercle. Nous continuons d'avancer tous les jours avec tous les différents cercles et les bénévoles pour constamment aller vers nos objectifs. Donc maintenant que la fédération a été présentée dans ses grandes lignes, nous allons pouvoir passer à l'Ayurveda dans le système de soins français. Donc en introduction, je vais déjà vous citer quelques grandes personnes, notamment Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU de 2016, qui avait évoqué la problématique de la résistance microbienne, posant une menace fondamentale à la santé humaine. C'est-à-dire qu'avec l'avancée des médicaments et des vaccins, les microbes ont tendance à développer de plus en plus leur résistance à ces mêmes médicaments, rendant de plus en plus complexe et difficile la découverte de médicaments fonctionnels et efficaces pour les humains. Ensuite, Johan Rottingen, conseiller à l'OMS donc en 2018, qui nous dit, donc, surtout avec la perspective qu'on a du Covid actuellement, l'histoire nous dit que la prochaine grosse épidémie sera quelque chose que nous n'avons jamais vu, tant par son type que son ampleur. Et enfin, pour finir, donc M. Bouet, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, toujours en 2018, qui nous précise, notamment sur le système de soins français et l'hôpital, que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et qu'il y a urgence à tout repenser de fond en comble. Donc nous avons eu 3 lanceurs d'alerte. Alors qu'est-ce qui leur a fait dire justement toutes ces choses? Eh bien, si l'on regarde la situation et l'évolution de la situation des épidémies au XXe siècle et au début du XXIe siècle, et si l'on met en perspective ces évolutions vis-à-vis du réchauffement climatique et de la mondialisation, on constate plusieurs choses. La première, c'est que le réchauffement climatique entraîne une modification des habitats pour l'ensemble des animaux, et que ces animaux
effectuent des migrations pour changer d'habitat. Ceci a un impact énorme étant donné que la proximité d'espèces qui ne sont pas en contact et qui n'ont pas l'habitude d'être en contact n'ont pas développé de résistance immunitaire afin de répondre aux différentes maladies qui peuvent survenir au contact d'autres populations animales. Ceci a un impact énorme étant donné vu qu'il n'y a plus ces zones tampons entre les différents animaux qui permettent justement de limiter les épidémies et de contenir les épidémies, eh bien on constate, en plus du phénomène de mondialisation et de déplacement des populations humaines, une explosion des épidémies de 1950 à 2010, avec clairement une progression exponentielle du nombre d'épidémies tous les ans. Donc qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que tous les ans, chaque pays a de plus en plus d'épidémies en son sein et que le Covid n'est que le début d'une nouvelle ère qui s'approche, une ère où justement tous les ans, des nouvelles épidémies, des nouvelles maladies se développent et arrivent au sein des populations. Bien évidemment, l'impact de la mondialisation est énorme, puisqu'avec la liberté de déplacement, etc., eh bien, ces épidémies se propagent à des vitesses hallucinantes, comme on a pu le voir avec le Covid, ainsi que le manque de préparation des différents États vis-à-vis de ces risques-là et de ces situations-là. Il est donc extrêmement important de bien comprendre le système de soins en France, son fonctionnement, et voir comment on peut d'ores et déjà l'améliorer, le perfectionner, afin d'être le plus adaptable concernant ce qui va suivre et cette nouvelle période qui arrive où la santé sera un enjeu stratégique majeur. Donc pour cela, on va déjà comprendre l'histoire et les dates clés de la sécurité sociale en France, donc fondement même du système de soins français. Je vous ai mis 3 dates clés, donc 1945, 1966, 1999, mais son histoire commence bien avant, en 1673, où donc Colbert a été le premier à mettre en place un régime de retraite pour les différents marins. Autre point important, donc c'est Bismarck qui, entre 1880 et 1889, a développé un système d'assurance sociale où justement ce sont les partenaires sociaux qui en ont la gestion et le financement est mis en place par des cotisations à la charge des différents employeurs et des salariés. Donc ceci est le modèle bismarckien, allemand. Suite à la Seconde Guerre mondiale, donc le général de Gaulle a décidé le 4 et 19 octobre de mettre en place des ordonnances pour fonder la sécurité sociale, tout en gardant comme modèle ce modèle bismarckien donc, qui va inspirer justement la sécurité sociale. Alors, il est extrêmement important de comprendre que la sécurité sociale, le système de cotisation, de remboursement et le système de soins plus général sont entièrement axés sur les problématiques de cette époque. Lorsque je parle de problématiques de cette époque, j'entends le type de maladie et le type de patients qu'il y avait dans les hôpitaux. Donc on trouvait des blessés de guerre, des maladies dites aiguës, c'est-à-dire court terme, et d'autres maladies plus long terme, donc sur de l'ambulatoire ou des opérations. Mais tout était axé sur la même chose, c'est-à-dire que les maladies étaient courtes et les hospitalisations étaient courtes, de l'ordre de 1 ou 2 semaines. Donc c'est extrêmement important par la suite et il faut le retenir en mémoire. Donc en 1970, il y a eu la création de l'assurance maladie et maternité pour les travailleurs non salariés des professions non agricoles, donc les différents artisans, commerçants et professions libérales. La caisse primaire d'assurance maladie était dans ses fondements attribuée uniquement aux travailleurs salariés et n'était pas pour l'ensemble des libéraux. C'est d'ailleurs ces caisses primaires d'assurance maladie ont été étendues progressivement pour, au final, contenir l'ensemble des professions. Et en 1999, il y a eu la création de la couverture maladie universelle. Donc, cette petite histoire étant faite, et en ayant compris l'origine justement de la sécurité sociale et du système de soins en France, on va maintenant avoir une overview, donc une vision globale du système de soins en France. 2 grands domaines, le service public et les complémentaires privés. Donc au sein du service public, on retrouve l'intégralité des urgences, la médecine générale, la médecine de proximité et le secteur hospitalier, sachant que le payeur est l'État français, et quand j'entends État français, c'est l'ensemble des cotisations
donc des Français. Quelqu'un n'a grosso modo rien à payer en allant à l'hôpital, sauf que quelques petits détails techniques, mais grosso modo, la santé est assurée par l'État. A l'inverse, sur d'autres propositions de soins, la complémentaire privée va intervenir, notamment au niveau des dentistes ou au niveau des opticiens, où cette fois-ci, on est dans ce qu'on considère comme une médecine de confort, même si cela peut être discutable par certains. Et c'est donc aux personnes avec les mutuelles et les complémentaires santé qui vont payer pour avoir accès à ces services-là. Si maintenant on place quelques indicateurs de performance sur le système de soins en France, en se basant sur l'avis du Conseil économique, social et environnemental de 2019, donc celui de l'année dernière, on constate qu'il y a en France 34 millions de patients. Donc la moitié de la population française a été prise en charge dans l'année par la sécurité sociale. Chiffre extrêmement important, qui est de 60% le nombre de patients souffrant de maladies chroniques en 2019. Et le déficit de sécurité sociale en 2019 s'élève à environ 90 milliards d'euros, avec une première estimation, suite au premier confinement, donc d'une augmentation de 44 milliards d'euros en 2020. Alors, on a évoqué le chiffre de 60% des patients qui souffrent de maladies chroniques. Il faut comprendre que ce nombre de maladies chroniques a explosé depuis les années 45 et la création de la sécurité sociale par le général de Gaulle. Donc, les maladies chroniques regroupent énormément de types de pathologies différentes. On considère dedans notamment la psychiatrie, les cancers, les maladies respiratoires ou encore le diabète. On trouve également l'obésité et d'autres types de maladies. Donc rappelons que 60% des patients en France souffrent de maladies chroniques, ce qui fait environ 22 millions de patients. Donc le chiffre est absolument colossal et j'ai extrait quelques chiffres du nombre de patients suivant certaines maladies chroniques. On peut voir que la psychiatrie a quand même 2 millions de patients en France, les cancers 2 500 000, et que le diabète et les maladies chroniques respiratoires sont à elles seules d'environ 6 millions de patients. Il faut comprendre que de plus que les maladies chroniques ont absolument explosé, on voit une évolution dans le taux d'hospitalisation au niveau des cancers, on voit une hausse de 3%. Pour le diabète, on constate une hausse d'hospitalisation de 12%, pour la psychiatrie 11% et pour les maladies chroniques respiratoires 10%. On observe une augmentation de ces maladies chroniques et elles prennent de plus en plus de place dans le système hospitalier et dans les remboursements au niveau des maladies. Ceci est absolument fondamental à comprendre. Rappelons que lorsque le général de Gaulle a fondé la sécurité sociale, celle-ci ayant à charge de rembourser les différents patients dans les hôpitaux suivant leur maladie, était ciblée sur des maladies aiguës, c'est-à-dire court terme, avec un faible taux d'hospitalisation et des soins rapides. Elle n'était pas du tout adaptée à la nouvelle photo qu'on peut voir actuellement, où ce sont les maladies chroniques qui prédominent en France et où on se retrouve avec une carte complètement différente des maladies et des traitements différents qui ne sont plus adaptés au système que nous avons actuellement. C'est pour cela qu'il faut aider le système de soins en France à se développer. Et pour ça, l'Ayurveda peut être une solution, étant donné qu'elle permet de traiter l'hygiène de vie des différents patients, de les rééquilibrer et d'empêcher ou de aider à guérir de maladies chroniques. C'est pour cela que l'Ayurveda, suivant 3 axes, donc, qui seraient de sensibiliser, de cibler, de prévenir, permettrait de soulager les hôpitaux au niveau des hospitalisations et dans le traitement des différentes maladies chroniques. Donc, pour sensibiliser, bien évidemment, il faut informer sur les risques et faire prendre conscience aux différents patients et aux Français de l'impact que leur hygiène de vie a sur leur propre santé. Il faut bien évidemment apporter une réponse ciblée. Nous sommes maintenant dans une médecine de précision et l'Ayurveda s'inscrit complètement dedans.
où on pourrait donner des solutions adaptées à chacun suivant leurs différents types de profils, et également avoir un suivi du patient et de son évolution de façon régulière. Et enfin, la prévention, c'est-à-dire recalibrer l'hygiène de vie des différents patients et également prévenir le développement ou l'aggravation des maladies chroniques. Grâce à cela, on a défini notre mission, donc qui serait de compléter le système de soins actuel tout en empêchant les patients à risque de développer des pathologies chroniques et de soulager le système de soins en France. Voilà notre mantra, où grâce à l'Ayurveda, on permettrait de compléter et d'apporter des nouvelles offres de soins en France pour soulager la sécurité sociale dans ses hospitalisations, dans ses déficits et dans ses différents objectifs, bien évidemment. Donc pour cela, nous avons des objectifs extrêmement concrets que nous avons posés. Donc l'objectif serait pour nous de faire en sorte que l'Ayurveda permette de prévenir 15% des maladies chroniques. Donc ce qui serait absolument énorme, puisque 15% correspondrait à 3 500 000 personnes en moins souffrant de maladies chroniques. Le deuxième objectif, donc, ce serait de diminuer les hospitalisations de l'ordre de 10 à 15%. Et enfin, de réduire les déficits de la sécurité sociale de 10%, donc d'environ entre 12 et 20 milliards d'euros. Donc voilà nos objectifs, voilà ce que nous voulons faire, ce que nous souhaitons faire. Donc voilà comment nous souhaitons répondre aux différents challenges qui nous attendent dans l'avenir et dans cette nouvelle époque où la santé va devenir un axe stratégique majeur pour l'ensemble des pays. Merci à tous pour avoir suivi cette présentation qui, je l'espère, vous aura beaucoup intéressé. Merci bien évidemment à l'ambassade d'Inde et également à l'ensemble des acteurs de l'Ayurveda en France et de la fédération qui travaillent quotidiennement pour rendre tout cela possible. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, j'espère. Au revoir.